Bonjour, voici la première séance d'outils mathématiques sur les fonctions à plusieurs variables. Pour commencer, nous allons travailler très simplement avec une fonction à deux variables, l'ensemble de définitions, le calcul de limites, la continuité, la représentation graphique et en passage l'utilisation du logiciel Maxima et pour finir avec le calcul différentiel. Cette séance se finalisera avec un QCM Moodle non noté, je précise. Allez, c'est parti. Alors, définition pour commencer. Une fonction numérique f de n variables est une application de r puissance n dans R qui associe à tout n-uplé de nombres réels x1, x2, xn un unique réel y qui est égal à f de x1, x2, xn que l'on appelle l'image du n-uplé x1, x2, xn par la fonction f. Grand D indice f, c'est l'ensemble des définitions de f et l'ensemble des n-uplés de réels pour lesquels on peut calculer f de x1, x2, xn. Alors, vous vous rappelez, nous avions étudié jusque-là les fonctions à une variable. Donc l'ensemble de définitions ici peut être R tout entier ou une partie de R. Et voilà, donc cette fonction à tout x associe un seul nombre réel y égale à f de x. Eh bien, les fonctions à plusieurs variables, les fonctions numériques à plusieurs variables, eh bien, dans l'ensemble de départ, vous allez avoir des n-uplés qui appartiennent à l'ensemble R puissance n ou à une partie de l'ensemble R puissance n. Alors, R puissance n, c'est en fait ce qu'on appelle aussi le produit cartésien des n ensembles R. Donc, quand on a un couple de variables, on note R2, l'ensemble des couples de variables x, y, qui sont chacun élément x et y, élément de R. Voilà, donc c'est une notation, voilà, c'est l'ensemble des n-uplés. Donc on dit qu'il s'agit d'une fonction numérique puisque à l'arrivée on a un nombre, on obtient un nombre y. Vous avez peut-être rencontré déjà les fonctions vectorielles en physique. Donc à l'arrivée, on obtient un vecteur. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous entraîner à rechercher l'ensemble de définitions de fonctions numériques à plusieurs variables. Alors la première fonction, il s'agit de x plus y sur x moins y. Donc évidemment, vous voyez que nous avons ici un dénominateur. L'opération 1 sur 0 est interdite, donc nous devons résoudre l'équation x moins y égale à 0. X moins y est égal à 0 si et seulement si y égale à x. Donc l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble des couples de réels R2, privé 2, d'accord? Donc ça veut dire privé 2. Alors vous savez qu'il existe aussi une autre notation, anti-slash, l'ensemble des couples xx. Donc graphiquement, si on représente l'ensemble de définitions de cette fonction dans le plan, on obtient tous les couples de réels xy, excepté ceux qui se trouvent sur la droite d'équation y égale à x. La notation, vous la retrouvez, c'est la même que pour les fonctions à une variable. Vous avez ici en premier l'ensemble de définitions, le couple xy qui appartient à cet ensemble de définitions, et puis la flèche avec le talon signifie associe à, donc f associe au couple xy, le nombre z qui est égal à x plus y sur x moins y. Deuxième exemple, la fonction h de xy est égale à exponentielle de 1 sur x carré plus y carré. La fonction exponentielle est définie sur R. Ici, opération interdite, attention à la division par 0. Mais x carré plus y carré est égal à 0 si et seulement si x et y sont tous les deux nuls. Donc l'ensemble de définition de H, c'est l'ensemble des couples de R, donc R2, privé 2, du couple 0, 0. Voilà, donc graphiquement, dans le plan, voici la représentation du domaine de définition de H. Donc c'est tous les couples XY de réels, sauf l'origine du repère. Nous continuons, vous pouvez mettre sur pause et préparer les exemples qui suivent, puis remettre sur play pour avoir la solution. Alors ici, donc on vous demande de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction définie par g de xy égale à racine carrée de 1 moins x carré moins y carré. Opération interdite, vous savez que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas.
Donc ici, 1 moins x carré moins y carré est supérieur ou égal à 0 pour pouvoir calculer g de x, y. Alors, résolvons donc cette inéquation. Ceci donne x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Et ici, je vous rappelle l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon grand R. Cela donne x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale à r carré. Donc ici, on a x moins 0 le tout au carré, d'accord, plus y moins 0 le tout au carré. Donc le centre, c'est l'origine du repère. Le centre du cercle, c'est l'origine du repère. Et puis le rayon, vous le trouvez ici. On a 1 au carré qui est égal à 1. Alors, par contre, vous visualisez bien ici que vous obtenez, vous avez, inférieur ou égal, et non pas égal. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de tout l'intérieur du cercle de centre O et de rayon 1. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'intérieur du cercle de centre O et de rayon 1, autrement dit, ça s'appelle un disque, et sa frontière, d'accord, puisqu'on a ici une inégalité large. Donc, on note le disque de centre O et de rayon 1. Voilà, donc plus généralement ici, si je veux écrire la définition du disque de centre oméga et de rayon R, je vais obtenir x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré inférieur ou égal à grand R au carré. Voilà donc pour cette fonction et la représentation graphique de son ensemble de définitions. Passez à l'exemple suivant. Pour cela, vous mettez sur pause, puis sur play. Alors, l'exemple suivant, c'est 1 sur x carré moins y carré. Donc, attention, opération interdite, division par 0. Donc, nous résolvons l'équation x carré moins y carré égale à 0, si et seulement si y est égal à plus ou moins yx. Donc, la représentation graphique de ce domaine de définition dans le plan, c'est tout l'ensemble des couples xy privés des droites d'équation y égale x et y égale moins x. Donc on peut aussi écrire cet ensemble de définition R2 privé de l'ensemble des couples xx et l'ensemble des couples x moins x. Voilà donc pour les notations. Alors, nous allons maintenant étudier le calcul de limites de fonctions à plusieurs variables. Alors, quelques exemples. Pour commencer, déterminer la limite en 0, 0 des fonctions f suivantes. Donc, on peut noter de cette façon-là, x tend vers 0, y tend vers 0, ou encore 0, 0, ou encore le couple xy tend vers le couple 0, 0. Alors ici, ce n'est pas compliqué pour la première fonction, elle est définie d'ailleurs sur R2. D'accord, donc il suffit de remplacer x et y par 0 et la limite donne 3. Pour la deuxième fonction qui est définie sur R2 privé de l'ensemble des couples x moins x, où x est un réel, eh bien ici, que va-t-il se passer? Ça va donner 0 sur 0, d'où une forme indéterminée. Alors, comment faire pour lever cette forme indéterminée? On réfléchit, et puis on se dit, tiens, si on remplaçait x par 0, et si on faisait tendre y vers 0, d'accord? Donc ça va donner moins y sur y, ça se simplifie, ça donne moins 1. Donc la limite de f de 0y quand y tend vers 0 est égale à moins 1. On fait de la même chose, on remplace y par 0 et on fait tendre x vers 0. Donc ici, pareil, ça se simplifie et donc la limite de f de x 0 quand x tend vers 0 est égale à 1. Ces deux limites sont différentes. Donc si elles sont différentes, ça veut dire tout simplement que la limite en 0, 0 n'existe pas. Voilà, donc ici, impossible de calculer la limite de f de xy en 0. Une petite remarque supplémentaire, si on avait aussi calculé f de xx, ça aurait donné 0, puisque ça faisait x moins x au numérateur et 2x au dénominateur. Donc, on obtient à nouveau encore une autre valeur. Mais déjà, rien que le fait d'avoir ces deux premières limites ici différentes fait que la limite en 0, 0 n'existe pas. Alors,
Je pense que vous comprenez là la difficulté de calculer la limite de fonctions à deux variables en AB. Alors, un petit rappel. Quand nous travaillons avec une fonction à une variable, la limite quand x tend vers a de f de x, elle existe si et seulement si la limite quand x tend vers a- et la limite quand x tend vers a+, ces deux limites sont égales. D'accord ? X tend vers a-, je rappelle que ça veut dire que x tend vers a par valeur inférieure à a. Et x tend vers a+, quand x tend vers a par valeur supérieure à a. Qu'est-ce qui va se passer pour une fonction à deux variables? Ici, je vous ai fait un schéma. Voilà, on calcule la limite quand xy tend vers 0, 0, l'origine du repère, de la fonction f de xy. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le couple xy, il va tendre vers 0, mais dans plein de directions différentes. Et il va falloir que la limite de f de xy, quand xy tend vers 0 dans toutes ces directions, il va falloir que toutes ces limites soient égales. D'où la complexité de calculer la limite d'une fonction à plusieurs variables. Passons maintenant à la continuité d'une fonction à plusieurs variables. Alors vous remarquez quand même que depuis le début, je ne vous fais travailler que sur des exemples de fonctions à deux variables. Parce que graphiquement, vous allez comprendre par la suite aussi, c'est plus facile quand même à interpréter. Et puis ce sera le plus souvent ces fonctions, enfin c'est souvent à deux variables que vous allez travailler dans les matières scientifiques et technologiques. Alors, voyons un rappel. Lorsque nous avons une fonction à une variable, qui a x associé y égale à f de x, bien vous savez que f est continu en un point x0 de l'ensemble de définition, si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Eh bien, à deux variables, nous allons avoir exactement la même définition. F soit x0, y0, un élément de son ensemble de définition, f est dite continue en x0, y0, si et seulement si la limite en x0, y0 est égale à f de x0, y0. Alors après, comme pour les fonctions à une variable, vous allez avoir un catalogue de fonctions continues que vous connaissez très bien, les fonctions paraboles, y égale x carré, y égale à exponentielle x, les fonctions trigonométriques, cosinus x, sinus x sont continues sur R. Et donc après, à partir des opérations, vous pourrez ainsi démontrer que votre fonction est continue sur son ensemble de définitions. Par exemple, la somme de deux fonctions continues est continue, la multiplication d'une fonction par un scalaire par un nombre réel lambda est continu, le produit de deux fonctions continues est continu, le quotient de fonctions continues est continu, à condition évidemment que G ne s'annule pas sur l'ensemble de définitions sur lequel on étudie la continuité. Voilà, donc nous allons donc travailler à peu près de la même façon. Alors, premier exemple, la fonction f de xy est définie par l'expression x moins y sur x plus y. Donc la première chose à faire, c'est de chercher l'ensemble de définition de f. Donc il s'agit de l'ensemble des couples de R2 privé de l'ensemble des couples x moins x, où x est un réel. Alors, la continuité, eh bien, il s'agit d'un quotient de deux fonctions. La fonction qui a xy associe x, c'est une droite en fait, elle est continue. Y pareil, la soustraction pareil, et puis pareil pour le dénominateur, x plus y est continu sur l'ensemble de définition f, sur R2, donc sur l'ensemble de définition de f. Et donc, le quotient de ces deux fonctions continues est encore continu. Donc, nous obtenons le résultat suivant. F est une fonction continue sur son ensemble de définition, car c'est le quotient de deux fonctions continues. Alors, la fonction g. La fonction g, elle est définie en deux morceaux. L'expression x, y sur x carré plus y carré, à condition, évidemment, que x, y soit différent de 0, 0, parce que sinon, le dénominateur est nul, et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors ici, on vous dit sinon, c'est-à-dire si x, y est égal au couple 0, 0, eh bien, la fonction prend la valeur 0. Autrement dit, ça veut dire que g de 0, 0 est égal à 0. Donc cette fonction g, elle est définie sur R2 tout entier. Alors, pour étudier sa continuité, nous allons d'abord travailler sur R2 privé du couple 0, 0.
parce que comme la fonction est définie en 2 morceaux, on va étudier la continuité par morceau. Donc ici, G, comme tout à l'heure, comme précédemment, G c'est le quotient de 2 fonctions continues, fonction x fois y et la fonction x carré plus y carré. Donc elle est continue sur R2 privé du point origine. La continuité en 0, 0, eh bien, on va calculer la limite, comme c'est écrit précédemment, de g de xy en 0, 0. Si on trouve comme valeur 0, à ce moment-là, on pourra conclure que la fonction g est continue en 0, 0 et donc sur R2, sinon elle ne sera pas continue en 0, 0. Donc si on calcule la limite de g de xy en 0, 0, on va obtenir la forme indéterminée 0 sur 0. D'accord ? On calcule g de x ici, on trouve x carré sur 2x carré. Allez hop, ça se simplifie par x carré, et donc on obtient un demi. Ah, mais un demi, c'est différent de g de 0, 0. Donc la fonction ne va pas être continue en 0, 0. Donc vous voyez que ici, dans cet exemple, nous n'avons même pas été obligés d'aller jusqu'au bout dans le calcul de la limite de g de xy en 0, 0, puisque déjà dans une direction, on trouve un demi qui est différent de g de 0, 0. Donc, la fonction n'est pas continue en 0, 0, elle est continue uniquement sur R2 privé de 0, 0. Alors maintenant, nous allons passer à la représentation graphique d'une fonction à 2 variables. Un petit rappel, lorsque nous travaillons avec une seule variable, lorsque nous travaillons avec les fonctions numériques à une variable, eh bien pour représenter graphiquement f, on travaillait dans le plan muni d'un repère orthonormé, OIJ, d'accord, comme vous pouvez le voir ici. Et pour représenter graphiquement la fonction f, eh bien, on traçait la courbe représentant f dans le plan. D'accord? Donc, on traçait l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Voilà, donc quand on travaille avec une fonction à une variable, on trace la courbe dans le plan pour représenter cette fonction. Et bien, quand nous allons augmenter d'une variable, lorsque nous allons travailler avec les fonctions en x, y, ce ne sera pas la surface, mais ce sera pas la courbe, mais la surface que nous allons tracer dans l'espace, dans R3. Alors voilà, donc un exemple ici, donc nous allons tracer la fonction à 2 variables, f de x, y est égal à exponentielle de moins x2 plus y2, entre parenthèses. Son ensemble de définition c'est R2. On unit l'espace d'un repère orthonormé OIJK, et c'est parti. Nous allons donc tracer la surface représentant f, c'est-à-dire l'ensemble des triplés x, y, z, tel que z est égal à f de x, y. Voilà, donc nous allons tracer l'ensemble des points M de coordonnées x, y et z qui est égal à f de x, y. Alors, première chose, il faut prendre un peu de recul. Notre fonction ici, c'est la fonction exponentielle. On sait pas mal de choses sur la fonction exponentielle. Nous savons qu'elle est strictement positive. D'accord ? Et en plus, comme nous travaillons avec ici en exposant des nombres négatifs, d'accord ? Il s'agit de la partie ici, à gauche de la courbe. Eh bien, l'exponentielle, à ce moment-là, est compris entre 0 et 1. D'où une première indication sur le tracé de cette surface dans l'espace, elle va être comprise entre les plans x ou y, les plans d'équation z égale 0, et le plan d'équation z égale 1. Voilà, donc notre surface elle va se trouver entre ces deux plans. Alors, maintenant, nous allons faire, vous savez, comme sur les courbes de randonnée, comme sur les plans de randonnée, nous allons tracer des courbes de niveau. Donc, que se passe-t-il dans le plan d'équation z égale 1? Le plan d'équation z égale 1, le voici, il est au sommet ici. Alors, nous allons pour cela chercher l'ensemble des points de coordonnées M, X, Y et 1. Alors, il suffit de résoudre donc l'équation. On applique la fonction logarithme népérien de part et d'autre.
ici, et donc nous obtenons ln de 1 qui est égal à 0, et donc x carré plus y carré est égal à 0 si et seulement si xy est égal au couple 0, 0. Donc, dans le plan d'équation z égale à 1, la surface, l'intersection avec la surface, d'accord, on obtient un seul point, le point de coordonnées 0, 0, 1. Alors maintenant, nous allons tracer la courbe de niveau d'équation z égale à 1,5. Autrement dit, nous allons rechercher l'ensemble des points de coordonnées x, y, 1,5 et qui appartiennent à la surface représentant f. Comme précédemment, on résout l'équation exponentielle moins x2 plus y2 égale à 1,5. Nous appliquons le logarithme népérien. ln de 1,5, fameuse formule que vous connaissez bien sur le logarithme, c'est moins ln de 2. Ici, nous pouvons donc simplifier par moins, et on obtient x carré plus y carré égale à ln de 2. Vous reconnaissez l'équation du centre, du cercle, de centre, x moins 0 au carré, y moins 0 au carré, donc 0, 0, et puis z qui est égal à 1,5, je vous rappelle, et de rayon, ici nous avons r au carré, dans la formule, donc de rayon racine carrée de ln de 2. Donc ici, nous pouvons tracer dans le plan d'équation z égale à 1,5, le cercle de centre, il va être sur l'axe OZ, et de rayon racine carrée de ln de 2. Voilà. Donc en fait, nous allons pouvoir comme ça tracer notre surface plan par plan, compris entre 0 et 1. Donc si on généralise, c'est-à-dire que si à la place de 1,5, on cherche la courbe de niveau z égale à k, où k bien entendu est compris entre 0 et 1, nous allons obtenir au final le cercle de centre 0, 0, k et de rayon racine carrée de moins ln de k, comme nous allons le voir sur la diapositive suivante. Voilà, donc en fait, voilà, pour la courbe de niveau z égale à k, nous obtenons donc le cercle de centre 0, 0, k et de rayon racine carrée de moins ln de k au carré. J'ai oublié le carré ici, dans la formule c'est le carré, mais le rayon c'est donc racine carrée de moins ln de k. Donc ici par exemple, si je me trouve dans le plan d'équation z égale k, j'obtiens ici un cercle de rayon racine carrée de moins ln de k. Alors ça peut vous sembler bizarre ce moins ln de k, mais rappelez-vous que k est compris entre 0 et 1, donc ln de k est négatif. D'accord? Si je trace la représentation graphique du logarithme népérien, voilà ce que ça donne. D'accord? Ici, voilà. Donc entre 0 et 1, le logarithme il est négatif. Donc moins ln de k est positif. Et voilà pourquoi la racine carrée de moins ln de k ne pose pas de problème. Alors, que se passe-t-il quand k augmente? C'est-à-dire quand k augmente entre 0 et 1? Eh bien, moins ln de k va diminuer. D'accord? Puisque ln est croissante, donc moins ln va être décroissante. Donc le rayon de notre cercle sur chaque plan va décroître. D'où ici le résultat. Voilà ce que nous obtenons. Alors maintenant, nous allons calculer la limite de f de xy en l'infini, quand x et y, autrement dit, tendent tous les deux vers l'infini. Eh bien, nous obtenons l'exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire 0. X au y est donc un plan asymptote à la surface, représentant f. Ça veut dire que ici, vous voyez, cette surface, ça va représenter une sorte de nappe, et cette nappe ne va jamais toucher le plan x ou y. Cette nappe, s'écraser sur le plan x ou y en restant parallèle, si je puis dire, au plan x ou y sans jamais le toucher. Alors maintenant, avec Maxima, vous pouvez tracer des surfaces. Pour cela, il y a deux méthodes. Soit vous prenez ici le menu déroulant tracé de courbe, vous allez choisir surface ou tracé, oui, je crois que c'est plutôt tracé 3D. Voilà, tracé 3D, d'accord? Et là, vous allez rentrer tout simplement votre formule. Voilà. Donc ici, c'est exponentielle de moins x carré moins y carré. Vous faites entrer. Alors par défaut, il donne x
varie entre moins 5 et 5 et y entre moins 5 et 5, mais ça, vous pouvez bien évidemment le modifier à votre convenance. Et voilà ce que nous obtenons. Alors, je vous disais, il y a deux méthodes pour tracer une surface avec maxima. Il y a la méthode qui insère la surface sur la page de programmation, et puis il y a la méthode qui, quand on enlève WX devant, ouvre une page dans laquelle nous avons la représentation graphique de la surface, et avec la souris, on peut faire rotationner cette représentation graphique, cette surface. On peut la faire bouger dans tous les sens. Donc, juste avant de passer justement à ce que je viens de raconter, voilà donc la syntaxe. D'accord, f de x, y. Ici, vous avez la variable, la première variable, les variations x min, x max entre crochets, la deuxième variable et les variations y min, y max entre crochets. Voilà donc ce que vous pouvez obtenir ici, hein, c'est ce que je vous disais, quand vous travaillez avec plot 3D sans le WX devant, vous pouvez comme ça faire bouger votre surface, ce qui est bien pratique. Alors j'ai essayé aussi vous savez, sur le site Wolfram Alpha, voilà ce que l'on peut obtenir. Alors par contre, on ne peut pas faire bouger la surface ici. Donc voilà, c'est un peu moins... Alors évidemment, il faudrait s'inscrire et payer pour pouvoir faire bouger la surface. J'ai oublié de vous dire autre chose, c'est que ici, dans la syntaxe, vous pouvez rajouter une virgule et là, ici, des options. Alors, ces options, vous retrouvez, alors moi, j'en ai pas mis, hein, mais vous retrouvez ces options dans la notice PDF qui est jointe sur Moodle. Alors, les options, ça va être quoi? Ça va être la couleur de la surface, le quadrillage, voilà, etc. Alors, maintenant, nous allons travailler sur le calcul différentiel. Alors, vous savez que quand vous travaillez avec une fonction à une variable, eh bien, vous calculez sa dérivée, f' de x, son signe, puis après, cela vous permet de déterminer les variations de f, ses extrémas, etc. Pour les fonctions à deux variables, d'accord, nous allons pouvoir procéder de la même façon. Donc, soit f est une fonction définie dans df, son ensemble de définitions inclus dans R2. Nous allons noter f indice 1 de x, la fonction qui a x associe f de x, y0, et la fonction f2 de y, qui a y associe la fonction f de x0, y. Eh bien, ici, la fonction f1 de x, si elle est dérivable par rapport à x, évidemment, en x0, eh bien, on dit alors que f est partiellement dérivable par rapport à x. Et la fonction f2, si elle est dérivable en y0, eh bien, on dit que la fonction f est partiellement dérivable par rapport à y en x0, y0. La dérivée par rapport à x, on la note d rond f sur d rond x en x0, y0, ou encore f' indice x, ou encore f1' de x0. Et la dérivée de f par rapport à y, la dérivée partielle de f par rapport à y, nous la notons d rond f sur d rond y en x0, y0, et il s'agit de f' indice y, pour une autre notation si vous préférez. Voilà, donc d rond f et d rond x, d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont appelés les dérivées partielles de f, respectivement, par rapport à x et par rapport à y. Nous allons donc calculer quelques dérivées partielles. Alors, le premier exemple, exponentielle x plus 2y. Donc, l'ensemble de définitions, eh bien, il s'agit de r carré, d'accord, puisque l'exponentielle est définie sur r tout entier. Nous dérivons par rapport à la variable x, d rond f sur d rond x, la dérivée partielle de f par rapport à x. On applique les mêmes formules que vous connaissez par cœur. Donc, la dérivée d'exponentielle u, c'est u'x fois exponentielle u, la dérivée de u par rapport à x fois l'exponentielle u. Donc ici, la dérivée de x plus 2y par rapport à x, eh bien 2y c'est une constante additive, donc ça fait 0, et il ne reste plus que la dérivée de x qui est égale à 1. Donc on obtient 1 fois exponentielle de x plus 2y, ou encore exponentielle de x plus 2y. Pour la dérivée de f par rapport à y,
même formule, sauf que cette fois-ci, nous allons dériver par rapport à y. Donc, on obtient u' y fois exponentielle u, ce qui donne, je vous laisse compléter le temps que je gomme ma petite erreur. Voilà. Donc, ça donne la dérivée de x plus 2y par rapport à y. X est une constante additive, ça fait donc 0. Et nous avons 2 fois exponentielle de x plus 2y. Deuxième exemple, je vous laisse chercher, mettre sur pause, puis sur play pour obtenir la correction. Donc ici, la fonction f est définie sur R2 tout entier, puisque nous avons certes une racine carrée, mais x carré plus y carré est positif ou nul pour tout couple xy. La dérivée partielle de f par rapport à x, nous appliquons la formule u'x sur 2 racine carrée de u, ce qui donne la dérivée de x2 plus y2 par rapport à x, ça fait 2x, sur 2 racine carrée de x2 plus y2, et puis nous n'avons plus qu'à simplifier par 2. Pour la dérivée partielle par rapport à y, même formule, donc u'y divisé par 2 racine carrée de u, ce qui fait 2y sur 2 racine carrée de x2 plus y2. Nous simplifions par 2 et ça donne y sur racine carrée de x2 plus y2. Alors, par rapport au dernier exemple, nous pouvons remarquer que cette fonction f de xy, on dit qu'elle est symétrique. C'est-à-dire que si vous calculez f de yx, vous obtenez la racine carrée de y carré plus x carré, bien donc c'est la même chose que f de xy. Et dans ce cas-là, au niveau des dérivées partielles, nous pouvons nous faciliter la tâche. Pourquoi? D'ailleurs, vous le remarquez, parce que la dérivée partielle de f par rapport à y, en xy, c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x, dans laquelle on a inversé les variables x et y. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à y est égale, en xy, à la dérivée partielle de f par rapport à x en yx, ce qui nous partage en deux le travail. Voilà. Alors, deuxième exemple. Pareil, vous mettez sur pause, je vous donne ensuite une indication, puis vous mettez sur play. Alors ici, donc, l'ensemble de définition, R plus S doit être non nul, donc R doit être différent de moins S. Donc il s'agit de l'ensemble des couples de R2 privés des couples moins R, R, ou R moins R, comme vous voulez, c'est exactement la même chose. Ok, alors maintenant, pour dériver, pour dériver, vous allez appliquer la formule U sur V. Alors, on dérive d'abord par rapport à R, donc ça donne U'R fois V moins UV'R sur V carré. Voilà, je vous laisse continuer les calculs. Et puis, pour la dérivée par rapport à S, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre fonction ici, elle est symétrique par rapport à R et S. L'expression de R en SR est égale à l'expression de R en RS. Si vous inversez le rôle de R et S, vous retrouvez le même résultat. Donc, la dérivée partielle de grand R par rapport à petit s, c'est la dérivée partielle de grand R par rapport à petit r en SR. Voilà, je vous laisse continuer à travailler et puis à mettre sur play pour avoir le résultat final. Voilà donc les résultats obtenus. Alors, ici, vous voyez la dérivée partielle de grand R par rapport à petit r. N'oubliez pas qu'il faut simplifier au maximum vos calculs, ça je vous le dis depuis la première année. Simplifiez, 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 vos travaux en seront plus facilités. Alors, donc ici, on a pu factoriser par R plus S. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Donc, il nous reste du S facteur de R plus S, moins 2RS. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a simplifié après par R plus S, numérateur et dénominateur. Et voilà le résultat final. Donc, la dérivée partielle
par rapport à S, et bien pour l'obtenir, on inverse le rôle des variables S et R dans la dérivée partielle par rapport à petit r. Voilà le résultat pour la dérivée par rapport à petit s. Allez, nous passons à la diapositive suivante. Il s'agit cette fois-ci de tracer le plan tangent à la surface en un point. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompée. Oui, c'était juste pour expliquer que la définition précédente, de dérivées partielles, nous pouvons l'étendre à des fonctions de plus de 2 variables. Par exemple, ici, si nous avons une fonction à 3 variables x, y, z, eh bien, voilà, on peut définir la dérivée partielle de f par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Allez, passons au plan tangent. Mais avant, un rappel important. Quand nous travaillons avec les fonctions à une variable, nous traçons, afin de préciser la représentation graphique de f, la tangente à la courbe représentant f en certains points particuliers. Pour cela, sachant que grand A a pour coordonnées x0, f de x0, et qu'il appartient bien évidemment à l'ensemble de définition de f, eh bien, nous avions obtenu l'équation y égale f de x0 plus x moins x0 fois f' de x0. Eh bien, lorsqu'il s'agit de fonctions à 2 variables, lorsque nous voulons préciser le tracé de la surface d'équation z égale à f de xy, nous allons non pas tracer une droite, mais un plan tangent à la surface représentant f en un point M de coordonnées x0, y0, z0, z0 bien évidemment étant f de x0, y0, puisque M est sur la surface. Donc si vous observez bien ici, voici l'équation de notre plan. Z égale f de x0, y0 plus x moins x0 fois la dérivée partielle par rapport à x en x0, y0, et plus y moins y0 fois la dérivée partielle par rapport à y en x0, y0. Alors maintenant, quelques exemples. Premier exemple, la fonction f de xy qui est égale à 10 moins x2 moins y2. Son ensemble de définition, eh bien, c'est R2, bien entendu, il n'y a pas d'opération interdite. La dérivée partielle de f par rapport à x, eh bien, c'est moins 2x. La dérivée partielle de f par rapport à y, c'est moins 2y. Je vous laisse mettre sur pause éventuellement pour écrire maintenant l'équation du plan tangent à la surface représentant f au point de coordonnées 0, 0, f de 0, 0. Alors pour cela, nous allons d'abord calculer f de 0, 0. D'accord? C'est ce qu'il nous faut dans la formule, f de 0, 0. Donc ça fait 10. Ensuite, il nous faut la dérivée partielle de f par rapport à x en 0, 0. Donc, moins 2x, ça fait moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc, d rond f sur d rond x en 0, 0 est égal à 0. Et puis, nous avons le même résultat pour la dérivée partielle par rapport à y en 0, 0. L'équation du plan tangent à SF au point 0, 0, f de 0, 0, qui est égal à 10, eh bien, c'est 10 plus 0 plus 0. C'est le plan d'équation z égale 10. Alors ce plan, il est parallèle au plan x ou y. Nous allons passer à l'exemple suivant. Il s'agit toujours de la même fonction, mais cette fois-ci en un autre point. Puis après, nous pourrons visualiser la représentation graphique de la surface et de ses plans tangents. Alors ici, équation du plan tangent au point de coordonnées -1, 5 et f de -1, 5. Alors, je vous rappelle que la fonction, pour l'avoir bien sous les yeux, c'est 10 moins x2 moins y2. Nous calculons f de -1, 5, eh bien, c'est égal à 10 moins -1 au carré,
et moins 5 au carré. Donc ça fait 10 moins 26, pardon, ça fait moins 16. La dérivée partielle de f par rapport à x, vous vous rappelez, c'était moins 2x. Donc ça fait, alors en moins 1, 5. Voilà. Ça fait moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et la dérivée partielle de f par rapport à y en moins 1, 5, c'était moins 2y. Donc ça fait moins 2 fois 5, ça fait moins 10. D'où ici l'équation, hein, vous vous rappelez, l'équation générale, c'était f de x0, y0, plus x moins x0 fois la dérivée partielle de f par rapport à x en x0, y0, plus y moins y0 fois la dérivée partielle de f par rapport à y en x0, y0. Voilà, donc nous n'avons plus qu'à remplacer. Donc moins 16, f de moins 1, 5, x moins moins plus x plus 1, voilà, fois 2, la dérivée partielle par rapport à x, et y moins 5 fois moins 10. Voilà, et puis après, bien évidemment, nous développons et simplifions. Allez, maintenant, nous allons tracer tout ça, la surface et les deux plans tangents sur maxima. Alors, sur maxima, comment tracer deux fonctions sur un même graphe? Eh bien, vous allez mettre un crochet ici et il ne faudra pas oublier de le refermer à la fin. Et la fonction, l'expression de f de xy, virgule g de xy, virgule crochet, x min x min 1, virgule crochet y. Voilà, donc vous respectez bien la syntaxe et après n'oubliez pas de faire shift entrée pour valider et pour obtenir la représentation graphique dans une fenêtre. Alors, vous pouvez mettre sur pause hein, et tracer ces deux. Voilà, sur maxima, d'accord? Donc, voilà ce que nous obtenons. Donc, vous voyez ici, alors ça, c'était le plan tangent au point M de coordonnées 0, 0, 10. Donc, vous voyez, ici, c'est le sommet en 0, 0, 10. Là, vous avez l'origine hein, en rouge. Le point rouge, c'est l'origine du repère. Voilà, donc Z égale à 10, ok, et donc vous avez ici votre plan tangent. Je suis en train de me dire, oui, je suis en train de dire des bêtises en fait. Non, c'est pas l'origine du repère ça. Je pensais, mais en fait non, pas du tout. Alors ça, à mon avis, dans l'option, dans les options ici, si vous rajoutez ici des options, vous pouvez demander justement à ce que l'origine du repère, hein, à ce que les axes soient positionnés comme ça. Voilà. D'accord? Et donc l'origine, du coup, est là. Et là, vous avez le point de coordonnées 0, 0, 10. Pareil ici. Donc là, c'est le point de coordonnées moins 1, 5. Et je ne me rappelle plus, je crois que c'était moins 16, il me semble. Je ne sais plus trop. Attendez, je vais regarder. Pas dire de bêtises quand même. Oui, c'est ça, moins 16. Voilà. D'accord? Et donc, vous obtenez ici, voilà, le plan tangent à la surface. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de dérivées partielles d'ordre 2, du second ordre. Et oui, pour déterminer les extrémas d'une surface, d'une fonction à deux variables, il va nous falloir dériver deux fois. D'où la définition de dérivée partielle du second ordre. Donc nous avons une fonction f à deux variables ici, définie sur df, sous-ensemble de R2. Nous supposons évidemment que f est partiellement dérivable sur d. Les dérivées partielles d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y existent. Alors, si elles sont partiellement dérivables, alors nous pouvons obtenir les dérivées partielles du second ordre de f. Alors attention aux notations. Ça veut dire que nous dérivons par rapport à x la dérivée de f par rapport à x. Ça se note d de f sur dx2. Ou encore f seconde indice x carré. Ici, ça veut dire que nous dérivons par rapport à x la dérivée de f par rapport à y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à y en premier et en deuxième, on dérive par rapport à x. La notation d de f sur dx, dy. Donc attention, ici, ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à y, ce qui donne f seconde indice xy.
Et puis après, voilà, il nous reste deux autres dérivés partiels du second ordre, d de rond f sur d rond y d rond x et d de f sur dy2. Allez, quelques exemples pour commencer. Vous pouvez mettre sur pause avant de voir la solution. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, les fonctions à trois variables. Donc si vous avez une fonction f en x, y, z, définie sur df un sous-ensemble de R3, R3, on dit plutôt d'ailleurs, vous avez les dérivés partiels du second ordre, comme pour les fonctions à deux variables, mais vous avez en plus les dérivés partiels du second ordre par rapport à x et par rapport à z, qui se note d de f sur d de x dz. Ensuite, vous allez avoir d de f sur dz dx. Donc ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à x, puis ensuite par rapport à z. d de f sur dy dz. Et puis d de f sur dz dy. Et puis d de f sur dz2. Pardon. Donc ça veut dire qu'on dérive deux fois successivement par rapport à z. Allez, c'est parti pour les exemples. Alors, nous retrouvons notre fameuse fonction f de xy est égale à exponentielle de x plus 2y. Elle n'est pas compliquée, hein. La dérivée partielle par rapport à x, nous l'avions vu précédemment, voilà, par rapport à y. Et donc, en dérivant une deuxième fois par rapport à x, on obtient 1 fois exponentielle de x plus 2y. Si on dérive une deuxième fois par rapport à y, nous allons avoir 2 fois 2, donc 4 fois exponentielle de x plus 2y. Si nous dérivons d'abord par rapport à x, puis ensuite par rapport à y, ça nous fait 2 fois 1 fois exponentielle de x plus 2y. Et si nous dérivons d'abord par rapport à x, puis ensuite par rapport à y, on obtient 2 fois, donc la même formule. Et alors justement, il se trouve que, sous certaines conditions, les dérivées d'ordre 2 en xy, par rapport à x, par rapport à y, sont égales, quel que soit l'ordre de dérivation. Et ça, c'est le fameux théorème de Schwarz qui nous le dit. Soit f une fonction définie dans un sous-ensemble de R2, si elle admet un point x0, y0 des dérivées partielles d'ordre 2 et continue, on dit alors qu'elle est de classe C2, eh bien, conclusion, d de f sur dx dy est égal à d de f sur dy dx. Autrement dit, que l'on dérive d'abord par rapport à x ou d'abord par rapport à y, on obtient le même résultat. Par contre, la réciproque est fausse, hein, c'est-à-dire que si nous avons cette égalité-là, la fonction n'est pas forcément de classe C2. Allez, quelques exemples. Alors, je vous laisse mettre sur pause et corriger le résultat avec la solution. Arctangente de y sur x. Alors attention, l'ensemble de définitions, ici, on peut le noter, R étoile croix R. Hein, vous voyez, il y a une division par x, donc x doit être non nul. Donc l'ensemble de définitions, on peut l'écrire R2 privé des couples 0y, où y est un réel, ou encore R étoile, d'accord? Donc R étoile, c'est l'ensemble des x, croix, produit cartésien, ça s'appelle aussi le produit cartésien, R, l'ensemble des y. Alors, la formule utilisée, vous la connaissez bien, c'est u' sur 1 plus u carré, et si on dérive partiellement par rapport à x, on obtient u'x sur 1 plus u carré. La dérivée de u, donc u c'est y sur x, d'accord? Y sur x, donc la dérivée par rapport à x, comme y est une constante par rapport à x, on peut le sortir de la dérivée par rapport à x, et puis après, nous appliquons la formule dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça donne moins y sur x carré. Voilà le résultat. Ensuite, le moins y sur x carré, nous pouvons l'écrire en facteur ici de la fraction. Et puis le x carré, nous pouvons le multiplier par 1 plus
y carré sur x carré, ce qui donne x carré plus y carré. Voilà donc la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à x. Alors ici, faites bien attention, la fonction n'est pas symétrique. F de xy n'est pas égal à f de yx. Donc nous n'allons pas pouvoir utiliser la petite astuce que je vous ai montrée précédemment. La dérivée partielle par rapport à y, c'est donc u'y sur 1 plus u carré. Voilà, donc là, pareil, la dérivée de y sur x par rapport à y, eh bien 1 sur x est un coefficient multiplicateur, donc on peut le sortir de la dérivée par rapport à y, et ça fait donc 1 sur x. Voilà pourquoi nous avons ici 1 sur x. Et puis après, on multiplie numérateur et dénominateur par x carré de façon à ne plus avoir ici de fraction. Voilà, donc ça fait x carré sur x, ça fait x, et puis x carré plus voilà, y carré. D'accord, voilà pour la dérivée partielle par rapport à y. Bien, je pense que là, vous pouvez continuer la suite, vous n'avez pas besoin de moi. Si je regarde bien, après, vous faites la dérivée partielle d'ordre 2, 2 fois par rapport à x, 2 fois par rapport à y, et par rapport à x et y dans un ordre ou dans un autre, eh bien, on obtiendra le même résultat. Voilà, vous pouvez me poser des questions éventuellement sur Moodle ou sur Discord, si jamais vous ne comprenez pas la suite des calculs. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et puis à bientôt. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé parce que là, j'avoue qu'il est samedi matin et je ne suis pas trop réveillée.